lu et signé. Lu et signé. Lu Et signé. Lu, lu lu et signé. lu Lu et signé. lu et signé. Opinion d'une femme sur les femmes, de Fanny Raoul, 1801. Les préjugés qui supposent en nous ce qui n'y est pas, ou qui dissimulent ce qui est, sont un obstacle aux découvertes et une source d'erreur. Condillac, de la manière d'étudier l'histoire, tome 1. Aux femmes. Permettez que je vous dédie mon ouvrage, Femme pour qui seule j'écris. S'il trouve en vous ces protectrices comme son sujet, qu'ai-je à redouter? Forte de votre approbation, j'oserai tout braver. Puissé-je améliorer votre sort? Plusieurs d'entre vous, ne le croyant pas si malheureux, s'étonneront du tableau que j'en fais. Les couleurs en sont fortes peut-être. Elles empruntent la teinte de mon âme. Mais il n'y entre point d'exagération. Hélas, la vérité, la triste et cruelle vérité est là. C'est elle seule qui conduit ma plume. Son ascendant irrésistible m'entraîne et je prends votre défense. Peut-être l'injustice et la déraison prévaudront-elles encore longtemps. Peut-être l'habitude de penser n'est-elle pas assez commune pour que toutes les idées philosophiques puissent fructifier dans des têtes qu'elle n'a pas encore cultivées. Mais une idée utile est rarement perdue. Elle tombe toujours dans quelques esprits féconds où elle fermente en silence et se développe tôt ou tard. Voilà l'encouragement des philosophes véritables. Leurs écrits peuvent être mal accueillis d'une foule frivole qui ne peut s'élancer au-delà de l'intérêt présent et immédiat. Mais n'eussent-ils produit leur effet que sur un seul lecteur? Leur succès est certain, parce qu'il y aura d'autres siècles après le leur. Quel que soit le sort de cet écrit, je recevrai une bien douce récompense de mon dévouement, si votre estime en devient le prix. Avertissement. Ce n'est pas comme auteur que je publie mon ouvrage. Ce titre respectable, auquel les lumières et le talent donnent seuls des droits, est trop au-dessus de moi pour que j'aie la prétention de l'atteindre. Femme sensible et raisonnable, je veux seulement payer à la société la dette que contracte envers elle chacun de ses membres, et pour acquitter cette dette, j'offre des idées utiles, puisqu'elles sont puisées dans l'amour du bien général et de l'humanité. Ces idées sont le fruit de longues observations. Souvent frappé de nos maux domestiques dont la multiplicité fait le mal public, j'en ai cherché la cause. Et je l'ai trouvé dans le peu de considération, je dis plus, dans le mépris qu'on a pour les femmes. Mépris qui prend sa source dans l'état d'avilissement et d'oppression où les a réduites une législation barbare, copiée sur de barbares usages. L'homme, cet être égoïste et vaniteux qui rapporte tout à lui seul, au lieu de voir dans la femme sa compagne, son égale, s'obstine à n'y trouver qu'un être uniquement créé pour lui, qu'un hochet agréable qu'il brise comme un enfant capricieux et mutin lorsqu'il en est là, ou qu'il rejette quand il y trouve une résistance qu'il n'attendait pas. Et cette résistance qu'on appelle caractère dans les hommes est traitée d'opiniâtreté, de désobéissance dans les femmes. Les hommes aiment à trouver en elles de la douceur. J'ai remarqué que ce mot dans leur bouche est synonyme de faiblesse, de sorte que selon eux, une femme douce est celle qui fait exactement toute leur volonté, qui se ravalant assez pour se croire réellement inférieure à eux, n'a ni sentiments, ni principes à elle, et pense qu'elle doit recevoir indifféremment tout ce qu'on lui veut donner. La preuve que cette remarque est juste, c'est que ce sont toujours les hommes les plus despotes qui vantent les charmes de la douceur dans une femme. À Dieu ne plaise que je veuille déprécier cette qualité, estimable sans doute. Je blâme seulement l'application qu'on en fait. Cette fausse interprétation des mots fut toujours la cause des malheurs du monde. Mais ce n'est pas l'histoire de ces erreurs que je veux faire ici. Ce vaste champ a été défriché par des mains plus habiles que les miennes. Il en est cependant un recoin auquel nul encore n'a touché. Et c'est là que j'ose porter une main timide et mal assurée. Si l'on rend mes efforts inutiles,
si l'intérêt d'un sexe oppresseur l'emporte sur le cri de l'humanité, de la justice violée, je me rendrai du moins ce témoignage que j'ai plaidé leur cause, que, né pour l'indépendance, je n'ai point fléchi sous le joug honteux de l'opinion, et que je n'ai point fait à la raison l'outrage d'adopter des préjugés qu'elle réprouve. Opinion d'une femme sur les femmes. D'antiques préjugés qu'un long usage a convertis en loi ont établi dans le sort des deux sexes une différence telle que l'un semble naître pour opprimer l'autre. Si l'opprimé connaissait ses droits, cet état de choses les rendrait ennemis nés. Et ce ne fut pas le but de la nature qui les créa l'un pour l'autre tant qu'il leur plairait de s'unir, mais qui n'entendit sûrement pas que leur union fût pour l'un une source de tourments et d'esclavage, tandis que l'autre jouirait de son indépendance. Elle leur départit les mêmes avantages, l'existence et la liberté. Mère tendre et juste, elle fit un partage égal de ses biens entre ses enfants. Mais l'avidité des uns ne pouvant se contenter de la portion qu'elle leur avait assignée, ils employèrent la force pour envahir celle des autres qui, plus faibles ou plus doux, la cédèrent. Ainsi, les femmes furent esclaves des hommes. Ainsi, les peuples d'un continent le devinrent d'un autre. Ainsi, l'être pacifique le sera toujours de l'audacieux. Partout, du moins, où la sagesse et l'impartialité des lois ne viendront pas au secours de l'opprimé. Partout où la voix de la raison et de l'humanité sera étouffée par les clameurs de l'injuste et du puissant. Partout, enfin, où l'on ne connaîtra d'autre autorité que celle du fort, d'autres règles que ses caprices, d'autres lois que sa volonté. Que, dans les siècles d'ignorance, la force ait été la mesure des droits, qu'on y ait érigé en principe que celui-là seul est digne de la liberté qui peut impunément la ravir à un autre, que l'oppression la plus cruelle ait été la suite de cette fausse assertion, c'est le malheur des temps, et non l'essence des choses. Malheur inévitable dans l'enfance du monde, qui, semblable à celle de l'homme, dut méconnaître l'ascendant de la raison. Mais qu'on ait consacré par les lois un état de choses que les lois sont destinées à faire cesser, l'homme sensé s'en étonnerait sans doute, si les 1001 absurdités qui gouvernent le monde, sous les noms sacrés de lois, pouvaient faire naître encore le sentiment de la surprise. Mais si rien en cela n'étonne sa raison, tout y intéresse, tout y émeut son âme, si douloureusement affectée à l'aspect des victimes sans nombre de l'injustice et de l'opinion. Et si cet être sensé était au rang des opprimés, il élèverait courageusement la voix et dirait à ceux qui l'écoutent : il est temps, enfin, d'abattre cet échafaudage de préjugés absurdes et inhumains qui dépare le temple des Lumières et de la philosophie, dont notre siècle s'honore d'avoir vu l'inauguration. Prenant ensuite le ton froid et calme qui convient à la discussion, il entrerait en matière et commencerait ainsi. C'est une erreur de voir dans la différence des sexes celle des droits, parce qu'elle en entraîne une dans les devoirs. Il n'en doit à cet égard exister d'autres entre eux que celles établies par les différentes sortes d'États entre les hommes. Par exemple, un général d'armée et un commerçant, un magistrat et un financier. Les subordonnés de ceux-ci, les soldats de celui-là, ont des devoirs bien différents à remplir, mais leurs droits sont les mêmes. Tous sont égaux devant la loi. Tous jouissent du titre et des privilèges de citoyens. Chacun, lorsqu'il s'agit de son intérêt particulier, est indépendant de l'autre, et la dissemblance ou l'inégalité des rangs disparaît devant l'égalité des droits. De même, à l'aspect de celle-ci, devrait s'éclipser l'inégalité prétendue des sexes. On allègue pour cause de l'asservissement des femmes l'infériorité des forces physiques. Cette raison serait presque sans réplique parmi des sauvages. Je dis presque, car les Amazones, dont la valeur est tant vantée par les anciens, les femmes de Sparte et un grand nombre de paysannes qu'offrent nos campagnes, prouvent que l'éducation, plus encore que la nature, établit cette différence dans la force des deux sexes. Mais, hommes inconséquents et injustes,
Si les forces physiques étaient les seuls titres à la sagesse, au pouvoir, à la liberté et à l'égalité, combien d'entre vous jouissent de ces avantages qui s'en verraient privés? Combien donnent des lois qui en recevraient? Combien partageraient l'esclavage de vos femmes? Je dis plus, si les Français, je nomme les Français parce qu'ils sont le peuple le plus valeureux de l'univers, si les Français étaient forcés de se battre sans armes, corps à corps, contre ces sauvages qu'une vie errante et agreste rend d'une vigueur extraordinaire, ils seraient sûrement vaincus. S'ensuivrait-il de là que les vainqueurs seraient plus dignes du commandement? Et cette nation philosophe, fière à juste titre de ses lumières, s'estimerait-elle moins parce que son vainqueur aurait sur elle l'avantage que tout crocheteur de Londres peut remporter sur le plus brave ou sur le plus éclairé de ses pairs? Certes, je ne le crois pas. À cette comparaison, je joindrai quelques exemples encore, puisés parmi les hommes. Ils prouveront d'autant mieux l'injustice et l'absurdité de juger du moral par le physique. Ésope, à la formation duquel la nature sembla se jouer pour prouver qu'elle réunit les contraires, Ésope était petit, difforme et conséquemment débile. Montaigne, Pascal, Rousseau l'étaient aussi. Les ouvrages de ces hommes illustres font-ils préjuger la faiblesse de leur organisation? Nul doute pourtant qu'ils n'eussent perdu leurs droits d'hommes et de citoyens s'il les avait fallu disputer ou acquérir à la lutte. Et des gladiateurs auraient fait leurs esclaves de ceux qui furent les précepteurs des nations. Il résulte donc de tout ceci que dans les rapports d'un sexe à l'autre, le mérite est aux femmes ce qu'est le duel à l'égard des hommes. Il supplée à l'inégalité des forces physiques et il rétablit l'égalité qu'elle semblerait devoir détruire. Mais, à toujours entendre parler d'égalité physique, on nous croirait régis par des lois physiques. Cependant, notre état de société n'est autre chose qu'un monde moral. Et qui le gouverne? Les lois physiques ou morales? Sans contredit les dernières. On ne doit donc considérer tous les membres de l'état social que comme des êtres moraux. Sous ce rapport, l'identité des hommes et des femmes est certainement prouvée. Pourquoi donc s'opposer à leur identité de situation? Une chose extraordinaire, si l'on ne savait pas jusqu'où peuvent aller l'injustice et l'inconséquence humaine, serait de voir les hommes, toujours en contradiction avec eux-mêmes, établir des règles générales qui cessent de l'être par les nombreuses exceptions qu'on y fait. Des lois auxquelles on déroge lorsqu'il s'agit de certains individus différents de certains autres par la forme ou par la couleur. Cependant, de deux choses l'une. Ou ces individus sont de la même espèce, et alors ils doivent avoir les mêmes avantages. Ou ils diffèrent tellement entre eux qu'aucune qualité ne leur est commune. Or, cette disparité n'existe pas dans les facultés intellectuelles des deux sexes. Mettant de côté l'infériorité reprochée à l'un, infériorité qui n'est pas réelle et dont j'indiquerai les causes, les maximes qui l'ont établie et accréditée, tout ce fatras de sottises et de préjugés dignes des temps qui les ont produits, je les considère dans l'état de nature. J'examine leur destination, leurs droits et leurs devoirs respectifs. Et de cet examen, je tire la preuve de leur égalité naturelle, d'où dérive nécessairement l'égalité civile. En effet, dans l'état de nature comme dans l'état de société, quelle est la destination des deux sexes? Celle de tous les êtres animés, la reproduction. Tous deux y concourent. Tous deux ont donc une part égale à la création puisqu'elle ne s'opère que par leur réunion. Et cette réunion, ne pouvant avoir lieu qu'alors qu'elle est volontaire des deux parts, à moins qu'on admette l'horrible abus de la force, ce qui n'établirait pas encore la supériorité de l'homme, car on ne sait pas à quel degré de résistance pourrait atteindre une femme animée par la haine et le désespoir. Il est donc constant que dans l'état de nature, les droits des deux sexes sont égaux, nécessaires l'un à l'autre. Le fort n'existerait pas sans le faible. Cette nécessité réciproque est donc le fondement de leur égalité naturelle, et l'utilité absolue de l'un est en équilibre avec la force de l'autre, car le faible devient l'égal du fort dès l'instant que le fort a besoin du faible. Par la même raison que le concours des deux sexes est nécessaire à la formation et au maintien de la société, il est évident qu'ils doivent trouver dans cette même société une égale portion d'avantages. Et les lois qui assurent à l'un sa liberté et l'exercice de ses droits doivent aussi les assurer à l'autre.
Cette égalité, une fois reconnue et établie, et elle doit l'être, où ce mot et celui de justice n'offrent aucune idée distincte, mais seulement des sons confus et d'une interprétation arbitraire. Cette égalité, dis-je, une fois établie, le mariage et tous les nœuds qui en découlent ne sera plus pour les femmes un état précaire et honteux, alors même qu'il est fortuné. Pourquoi l'homme est-il l'unique chef de sa famille ? Sur quoi est fondé le titre exclusif qu'il s'est arrogé dans cette occurrence ? Les droits de la mère sont, ce me semble, aussi légitimes que ceux du père. Tous deux sont chefs de famille. Tous deux, par conséquent, doivent avoir la même étendue d'autorité. Il en résulterait un contrepoids favorable aux enfants, souvent victimes de la tyrannie paternelle, qui ressemble à ces torrents dévastateurs des terres qu'ils avoisinent, si l'on oppose à leur flot une digue propre à les comprimer. Que s'il importe à la confection et à la solidité du lien conjugal de confondre les intérêts des époux et de les rendre tellement un qu'on ne les puisse séparer sans préjudicier au bien de la famille, la dépendance immédiate et nécessaire qui s'ensuit de ce lien doit être réciproque. Si, égale pour les deux parties, elle prend sa source dans la nature de leurs engagements, rien de plus juste. Mais si elle ne doit son établissement qu'à la différence des sexes, et si surtout elle n'existe que pour l'un, c'est une injustice manifeste, contre laquelle doit réclamer celui qu'on opprime. On m'observera peut-être que l'importance des services rendus à l'État par chacun de ses membres est la mesure des droits qu'il y peut exercer, et que les femmes n'y ont rien à prétendre, puisqu'étant hors de la société, elles ne font rien pour elles. Mais pourquoi sont-elles hors de cette société? Sûrement, elles ne s'en sont pas exclues. M'allèguera-t-on leur incapacité pour motif de leur exclusion? Je cherche vainement des preuves de cette incapacité prétendue, je n'en trouve aucune. Seulement, je vois que de ce qu'on les a toujours écartées des affaires, on en a conclu qu'elles n'étaient pas propres aux affaires. Singulière façon de juger et d'établir des principes. Il me semble à moi que ces principes devraient être basés sur des faits, seul moyen d'asseoir un jugement certain. Or, ces faits n'existent point. Les femmes n'ayant rempli les charges civiles et politiques chez aucun peuple du monde. On ne peut donc avoir la mesure exacte de leur habileté ou de leur incapacité à cet égard. On ne les a donc écartées de ces charges que par préjugés et non par raison. On ne les a donc bannies de la société que par la loi du plus fort, qui toujours entraîne avec elle la violation de tous les droits. Admettons un instant la solidité de l'objection que je suppose ici. Je prouverai, par cette objection même, que les femmes ont droit à certains avantages. Et je prouverai aussi que si elle était établie en principe, les hommes même ne pourraient plus prétendre à l'égalité entre eux, puisqu'il est de fait que tous ne travaillent pas également pour l'État, et que les services des uns ne lui sont pas si essentiellement importants que ceux des autres. Par exemple, il est évident que différentes classes d'artisans ne le servent point d'une manière aussi utile, aussi importante que le magistrat intègre, que le médecin éclairé et sensible, que le négociant honnête et habile, que le vrai philosophe. Il est évident encore que dans certains cas, les services du guerrier l'emportent sur tous. Si donc il leur disait « Comme vous me devez la conservation de vos propriétés, de vos personnes, de vos femmes et de vos enfants, pour lesquels j'expose, je sacrifie le bien le plus précieux, si la liberté n'existait pas, la vie, aucun de vous n'aura la même latitude de pouvoir, la même portion de liberté dont je jouirai. Aucun de vous ne sera mon égal, parce que les avantages que je retire de la société doivent être proportionnés à ce que je fais pour elle. Et c'est tout faire que d'empêcher ou de prévenir sa destruction. Les hommes se rendraient-ils à ce langage ? J'ai dit que par l'objection supposée, je prouverais que les femmes peuvent prétendre à certains avantages dans l'État. Et je le prouve. En effet, si c'est par cela seul qu'on travaille pour lui, qu'on a lieu aussi d'en attendre quelque chose, je demande si les femmes n'ont pas droit à ce retour et si ce n'est rien faire pour l'État que de lui donner des défenseurs.
si ce n'est rien faire pour l'État que d'élever et de former ses citoyens, si ce n'est rien faire pour l'État que d'être les créateurs de cet État même. Et si un service acquiert de l'importance en raison directe du danger auquel il expose celui qui le rend, n'est-il pas juste que les femmes aient un dédommagement proportionné au risque qu'elles courent? Quel homme paye de sa santé, de sa vie même, l'avantage de se reproduire? Et combien de femmes sont victimes de cette reproduction? Combien ne donnent l'existence qu'aux dépens de la leur? Et pour prix du sacrifice qu'elles en font à l'État, elles sont bannies, chassées de l'État. Il n'existerait pas sans elles, et elles n'y ont pas même une place au dernier rang. Elles y ont des fils, des époux, des concitoyens, et elles ne sont ni mères, ni épouses, ni citoyennes. Étrangères dans leur famille et au sein de leur patrie, esclaves dans celle-là, nulles dans celle-ci, elles n'ont que le triste avantage. Ma plume se refuse à cette expression de leur avilissement. Par quelle fatalité les femmes ont-elles été malheureuses chez tous les peuples du monde? Les uns, au plus affreux esclavage, joignent des mutilations cruelles. Les autres en exigent des travaux si rudes qu'elles succombent sous leur poids. Ici, espèces dégradées, on les vend à vil prix, comme les animaux les moins estimés. Là, pères, époux ont sur elles droit de vie et de mort. Partout, enfin, les législateurs complices, provocateurs même de la barbarie des nations, semblent leur avoir dit « Vos femmes sont des êtres si peu importants, si nuls, que ce n'est pas manquer de morale encore que de manquer envers elles de tout sentiment de justice et d'humanité. » Mais, me dira-t-on, en Europe, elles ne sont pas traitées de la sorte. De quoi vous plaignez-vous donc? Il est vrai qu'on ne les y renferme point, qu'on ne leur y écrase point les pieds, que leurs pères ne peuvent les vendre et que leurs maris n'y ont pas tout à fait droit de vie et de mort sur elles. Je dis tout à fait, peu s'en faut qu'il ne l'ait, puisque les lois ne sévissent pas contre ceux qui maltraitent leurs femmes. Combien de ces malheureuses ont été et sont encore victimes de la barbarie d'un époux? Combien dont les mânes gémissants réclament une juste vengeance? Consolez-vous, ombre plaintive, si les lois n'ont pu atteindre vos bourreaux, ou plutôt s'il n'en est pas qui les punissent, l'opinion plus juste qu'elle les a du moins châtiés, flétris. Et il en est peut-être qui, en lisant ce passage, rougissent de s'y reconnaître et pâlissent de désespoir. Que cette honte soit leur supplice. Il est remarquable de voir des philosophes s'attendrir sur le sort d'individus dont un espace immense les sépare, tandis qu'ils ne daignent pas s'apercevoir des maux de ceux qu'ils ont sous les yeux. Proclamer la liberté des nègres et river les chaînes de leurs femmes, dont l'esclavage est pourtant aussi injuste que celui de ces malheureux. Reconnaître ce dont on n'eût jamais dû douter, que les uns sont, ainsi qu'eux, sortis des mains de la nature, lorsqu'il semble oublier que les autres soient son ouvrage. L'idée d'assimiler les femmes aux noirs pourra paraître étrange. Mais si cette comparaison est singulière, elle n'est au moins pas dénuée de justesse. Les femmes ne sont-elles pas comme ces infortunés vendues par des pères avares à des tyrans souvent inhumains, comme eux? Ne se voient-elles point, malgré leurs inclinations, arrachées à leur famille, à leur patrie, pour aller végéter sur un sol étranger, comme eux? Elles n'ont souvent que la fuite ou la mort pour se soustraire à l'horreur de leur situation. Naguère, et tout récemment encore, un mari pouvait renfermer sa femme, la séquestrer pour jamais de toute société, sans que la malheureuse victime d'un despotisme horrible pût invoquer une loi protectrice de ses droits et vengeresse de leur violation. Et il existe des lois et une justice humaine. Ah oui, humaine sans doute. À suivre.